Au cours de l'année 2022, des agents des ministères et institutions au Burkina Faso ont occasionné des pertes financières de plus de 16 millions de francs CFA. C'est ce que dit le rapport annuel de l'ASELC. Le contrôleur général d'État par intérim et son équipe ont porté le rapport à la connaissance du contribuable. Vous en saurez davantage en début de journal. Le Centre national de transfusion sanguine vers la validation d'un nouveau plan stratégique. C'est un nouveau plan qui prend en compte le contexte sécuritaire du pays, les innovations majeures de ce plan stratégique à découvrir dans un instant. Et puis qu'en 2023, les demi-finales se jouent demain mercredi. Dès le coup de 17 h, le Nigeria sera face à l'Afrique du Sud et à 20 h, la Côte d'Ivoire affrontera la République démocratique du Congo. Retour sur le parcours de ces 4 équipes en fin de journal. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Nous commençons par cet exercice de redevabilité de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Après avoir remis le rapport 2022 au président de la transition, Hubert Milogo, le contrôleur général d'État par intérim et son équipe mettent le rapport à la connaissance du contribuable. Il ressort que la situation des pertes financières occasionnées par des agents des ministères et institutions auditées renvoie à plus de 16 milliards de francs CFA. Les domaines audités sont entre autres la commande publique, les comptes de dépôt, la gestion de carburant et le train de vie de l'État. Tous les détails avec Borema Madou. Le contrôleur d'État par intérim Hubert Milogo et toute son équipe présentent le rapport annuel général d'activité 2022 de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Les domaines contrôlés par la SELC sont la commande publique, les comptes de dépôt, le carburant et lubrifiant, les frais d'émission à l'intérieur et à l'extérieur du pays, entre autres. Il ressort de ce rapport qu'au terme des audits et contrôles des ministères en 2020, le montant total des dépenses auditées est de 1 446 milliards environ. Et des 1 446 milliards, 798 milliards ont été couvertes par l'audit, soit un taux de 55,23%. Et ce taux est de 56,40% en 2021, soit 895 milliards de dépenses examinées. Les activités de suivi des recommandations et des actions en justice, il faut dire que le taux de mise en œuvre des recommandations est de 56%. Et au titre de l'année 2022, les malversations financières issues des rapports de contrôle exploités s'élèvent à plus de 385 millions. Et il convient de dire que pour ces 385, aucun montant n'a été recouvré pour le moment. Au niveau des dossiers transmis en justice, il faut dire que de 2015 jusqu'en 2022, on a un total de 115 dossiers qui ont été transmis, 24 ont été jugés, 85 sont toujours en cours de traitement devant les tribunaux. Dans ce rapport 2022, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption s'est également penchée sur la gestion financière et comptable du ministère de la Défense et des anciens combattants de 2016 à 2021. Ce contrôle a concerné la commande publique, les indemnités spéciales des militaires en opération intérieure, des allocations alimentaires, la gestion matérielle des stocks des armements, munitions et optiques. L'environnement de travail au niveau de la Grande Muette ne diffère pas de celui des autres ministères, a laissé entendre Hubert Milogo. La seule crainte, selon lui, c'est de divulguer des informations qui pourraient porter atteinte à l'efficacité des résultats des hommes au front. En fait, pour rester un peu sur cet audit, quand vous regardez le rapport, vous allez voir qu'il y a plus de dysfonctionnement en termes organisationnels déjà, voyez-vous. Mais les gens ne voient pas ça, ils pensent que ce n'est pas important. Quand on prend par exemple le cas du carburant, on peut comprendre que pour une institution comme la sécurité, comme l'armée, c'est important par exemple le carburant. Maintenant, si le dispositif qui les gère n'est pas bon, ouais, ça peut vraiment porter atteinte à l'efficacité de tout ce qui se passe par exemple. Or ici, il ne s'agissait même pas d'aller s'appesantir combien de carburant on a perdu,
Mais on se rend compte que l'organisation qui est en place n'est même pas bonne, par exemple. Okay. Donc il y a d'autres dispositifs comme ça qui ne fonctionnent pas bien, qu'on a recommandé qu'on puisse mettre les choses en place. En rappel, le rapport général d'activité 2022 de la SCLC a été remis le mardi 30 janvier au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Selon Urbain Milogo, il s'agit de satisfaire à une obligation légale qu'elle a remise chaque année du rapport général d'activité au chef de l'État avec copie au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale. Selon le même rapport de la SCLC, plusieurs irrégularités ont été relevées au niveau du ministère de la Défense. Le contrôleur général d'État par intérim soutient qu'au niveau de l'acquisition des armements, sur 14 contrats, 8 ont été attribués à plusieurs entreprises appartenant à une même personne physique. Le montant de ces 8 contrats tourne autour de 75 milliards de francs CFA. Écoutons les explications d'Urbain Milogo au micro de Bourema Amadou. Non, on ne va pas donner le nom de l'entreprise. Je ne l'ai pas en tête tout de suite comme ça. Il est dans les rapports individuels. Voilà. Mais nous, c'est le fait déjà et les risques que cela peut provoquer. Voyez-vous, si vous avez une seule personne physique qui est votre fournisseur, il y a un risque. Et qui prend la majorité pour tout un pays, il y a un gros risque. Voilà, c'est ces risques qu'on a voulu relever. Maintenant, on peut chercher les causes. Pourquoi, au lieu de s'adresser à d'autres, on s'adresse à une seule personne physique. Il faut comprendre que quand vous êtes en situation d'insécurité ou de guerre, vous n'avez plus accès au marché officiel. Voyez-vous. C'est difficile d'avoir accès au marché officiel. Donc ça, c'est un principe qui explique beaucoup de choses. Donc comme vous ne pouvez pas accéder au marché officiel qui devient difficile, et quand vous êtes dans l'urgence, vous comprenez que vous allez maintenant avoir affaire à celui qui peut vous livrer. Donc à un certain moment, ils ont pu se trouver dans une situation comme ça. Et vous, maintenant, vous-même, vous savez que bon, quand le marché est bien fourni, les biens coûtent moins cher. Mais quand le marché n'est pas bien fourni, alors le bien va coûter plus cher. Donc c'est ça qui fait qu'on a comme des surfacturations. Parce que celui qui vient pour vous aider en ces moments-là, il va proposer ses prix et c'est à prendre ou à laisser puisque vous ne pouvez pas avoir ailleurs. Et c'est lui qui peut vous livrer pour le moment pour vous en sortir. Donc voilà une des difficultés qui se posaient en ce moment, qui peut expliquer peut-être pourquoi ils vont vers ceci. Mais nous, on relève que c'est un risque. C'est quand même un dysfonctionnement qu'il faut donc travailler. On repartira bientôt. On verra si la situation a changé ou pas. Le Centre national de transfusion sanguine vers la validation des nouveaux plans stratégiques. C'est un nouveau plan qui prend en compte la situation sécuritaire qui affecte négativement les activités du centre depuis la collecte du sang jusqu'à sa distribution. L'innovation majeure de ce plan stratégique 2023-2028 est la mobilisation communautaire. Les acteurs se sont réunis ce matin ici à Ouagadougou pour examiner et adopter le document. Tous les détails avec Sanata Siri. Le Burkina Faso élabore et met en œuvre de façon périodique des plans nationaux de développement sanitaire en vue d'améliorer l'état de santé des populations. C'est dans cette perspective que le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, opérateur unique du sang au Burkina Faso, a procédé à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique quinquennal de transfusion sanguine. Le présent atelier de validation vise donc à examiner et adopter ce document. Pour la représentante du secrétaire général du ministère en charge de la Santé, ce nouveau plan stratégique prend en compte le contexte sécuritaire du pays. En effet, celle-ci affecte négativement les activités du CNTS depuis la mobilisation des donneurs de sang, dont certains sont affectés par l'insécurité, en passant par la collecte de sang avec plusieurs zones inaccessibles par les équipes de collecte jusqu'à la distribution, car les formations sanitaires qui sont dans les zones d'insécurité ne reçoivent plus les produits sanguins labels du CNTS. Mesdames et messieurs distingués invités,
Au regard de l'importance de la transfusion sanguine dans le système de soins burkinabé, votre participation active et constructive est donc indispensable pour enrichir et consolider ce document qui sera ensuite soumis à l'approbation des autorités compétentes. Ce plan stratégique de la transfusion sanguine 2023-2028 est subdivisé en 4 axes. Il s'agit notamment de l'amélioration de la production des produits sanguins, le renforcement des ressources humaines, la gouvernance du leadership et la mobilisation des ressources. L'innovation majeure de ce plan stratégique, selon la directrice générale du CNTS, est la mobilisation communautaire. Donc dans ce plan stratégique, nous envisageons responsabiliser les infirmiers chefs de poste, c'est-à-dire ne pas rester seulement dans les grandes villes, mais aller vraiment dans les villages à travers l'intervention des infirmiers chefs de poste pour nous aider dans la mobilisation des donneurs de sang. Donc ça, c'est une innovation majeure. Et l'autre innovation, c'est que nous envisageons dans ce plan stratégique-là couvrir l'ensemble du pays. Parce qu'il y a 3 régions encore où le CNTS n'est pas encore présent. Et donc nous allons vraiment mettre l'accent sur ce volet afin de mobiliser, de couvrir toute l'étendue du territoire. Et enfin, pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces stratégies, il faut bien sûr développer les ressources humaines en quantité suffisante et en qualité pour offrir des produits sanguins sûrs à la population. Ce plan stratégique a un coût global d'environ 42 milliards de francs CFA sur les 5 années, soit 8 milliards 200 millions par an. Il s'agit donc au cours de cet atelier de présenter l'analyse situationnelle du système transfusionnel, présenter les activités à mettre en œuvre au cours des 3 premières années et requérir d'éventuels apports et recommandations afin d'améliorer le dit document. Le Covid-19 est toujours d'actualité dans certaines parties du pays. Le réseau d'accès aux médicaments essentiels fait état de plus de 40 cas encore actifs ici au Burkina. La conséquence liée sans doute à la réticence des populations à la vaccination au regard des fausses informations véhiculées. Pour pallier ce déficit d'information, le réseau d'accès aux médicaments essentiels demande l'implication des leaders d'opinion, des confessions religieuses et des décideurs à différents niveaux de l'administration. Pour ce faire, une rencontre a été initiée dans la région du plateau central face aux leaders d'opinion de cette zone du pays. Le RAM a plaidé pour la continuité de la vaccination Covid pour les personnes à risque et le rattrapage de la vaccination pour les enfants insuffisamment ou non vaccinés. La rencontre s'est tenue à Aziaré et c'était en présence de notre reporter Alexis Wendkouni Belmnaba. Seulement 27% de la population burkinabé complètement vaccinée contre la Covid-19 à la date du 31 décembre 2023. Cela après 9 mois de campagne, alors que l'OMS recommande 30% de la population et de prioriser certains groupes, surtout les personnes du 3e âge, celles vivant avec une comorbidité et les acteurs de la santé. Réunis à Zignaré, le RAM, réseau d'accès aux médicaments essentiels, veut outiller les lutteurs d'opinion, les décideurs des différents niveaux de l'administration aux techniques de plaidoirie à la campagne de vaccination contre la Covid-19. L'idée est d'accroître une prise de conscience sur l'impact de la pandémie afin de promouvoir les approches visant à renforcer la capacité d'adaptation des communautés. L'autre objectif poursuivi est d'accroître les réponses nationales pour identifier les politiques et programmes associés qui seront nécessaires. Et si on vous disait qu'il y a toujours, par exemple, plus de 40 cas toujours actifs, vous n'allez pas croire. Mais c'est des choses qui sont toujours d'actualité. Et malheureusement, la Covid-19 est toujours très dangereuse, surtout les formes, les différentes variantes sont très dangereuses pour les personnes souffrant de comorbidité. Voilà. Quand on parle de personnes de comorbidité, ce sont les personnes âgées, comme je l'ai dit, les personnes diabétiques, les personnes souffrant avec de la tension et autres. Ce sont des personnes qui ont une certaine comorbidité qu'il faut sécuriser davantage. 27%, un taux en deçà de la recommandation de l'OMS qui est de 30%. C'est dire que des efforts restent à faire. La vaccination contre la Covid-19 a eu du mal à démarrer avec pour cause la réticence de la population selon la directrice régionale en charge de la santé. Mais Dr Wo Mireille Koulibaly reste convaincu qu'avec le soutien du RAM, les objectifs seront atteints. Avec les intox, avec les différents réseaux sociaux, les messages qui sont véhiculés freinent un peu l'adhésion de cette population. Donc, comme vous l'avez dit, le taux semble minime,
mais il est quand même assez satisfaisant parce que de plus en plus nous avons compris et les populations également ont compris que se faire vacciner peut bien sûr les protéger contre ces pandémies-là. Donc je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Se faire vacciner est une nécessité contre les différentes pandémies. Raison de plus pour le RAM de remobiliser les populations dès la base pour leur adhésion à l'initiative. Une action saluée par la gouverneure du plateau central. Bien entendu, il y a la vaccination contre la Covid-19, mais pas seulement que ça. Comme vous le savez, il y a la vaccination de routine. Et malheureusement, avec les intox, les fausses informations, et c'est pour conséquence donc de semer la panique et la frayeur au sein des populations et qui manifestent de la réticence à se faire vacciner. Donc l'objectif, c'est d'amener ces acteurs au sortir donc de cet atelier, de repartir vers la base et de remobiliser les populations pour une adhésion à la vaccination. Cet atelier régional de plaidoyer participatif bénéficie du soutien de l'UNICEF et de l'USAID. Il a réuni les leaders d'opinion, les décideurs à différents niveaux de l'administration, le réseau des OSC et les organisations confessionnelles pour la continuité de la vaccination Covid-19. Après l'étape du plateau central, les plaidoiries se poursuivront dans les régions du centre-ouest, des Hauts-Bassins et du centre-sud. Serez-vous en mesure de vous passer de votre téléphone portable toute une journée? En tout cas, le challenge est lancé tous les 6 février de chaque année. À l'occasion de cette journée mondiale sans téléphone mobile, nous avons promené caméra et micro à Ouagadougou. Elles ne sont pas nombreuses, ces personnes qui peuvent relever ce défi. Pour la plupart, cet outil occupe une place importante dans leur vie et elles ne sauraient s'en passer pour une journée. Diassi Bourouba. Le téléphone mobile est à l'origine un appareil qui sert à faciliter les appels et la communication de son utilisateur. Il fait partie intégrante de la vie quotidienne de bon nombre de personnes avec tous les avantages et les conséquences qui en découlent. C'est fort de ce constat que depuis 2004, la journée mondiale sans téléphone mobile a été instigée. Le téléphone occupe une place assez importante dans la vie de certains. Le téléphone est devenu une partie de moi-même, si je peux le dire. Voilà, donc on ne peut rien faire aujourd'hui sans le téléphone. Donc c'est avec le téléphone qu'on fait les affaires, c'est avec le téléphone qu'on contacte les amis, c'est avec le téléphone qu'on contacte, comment dirais-je, la famille. En tout cas, si on dit aujourd'hui d'abolir le téléphone, je me demande comment est-ce qu'on va vivre maintenant, quoi. Dans moi, ma vie, vraiment le téléphone, c'est très capital. Parce qu'actuellement, on ne peut pas faire quelque chose. On peut faire beaucoup de choses, mais le téléphone va toujours avoir une place dans notre vie. Parce qu'avec le téléphone, on peut vite te joindre. Avec le téléphone aussi, tu peux aller faire certaines recherches. Même dans certains domaines, si tu n'as pas un téléphone, pour mieux faciliter la tâche, c'est compliqué. En tout cas, la place du téléphone dans la vie actuellement est devenue incontournable parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'affaires se réalisent grâce en tout cas au port des téléphones. Et le téléphone en tout cas joue un rôle important dans la vie moderne. De nos jours, le téléphone portable a beaucoup évolué au point d'être assimilable à un ordinateur de poche. Il permet l'utilisation de portefeuilles électroniques, de fichiers audiovisuels ainsi que la localisation, GPS entre autres. Au vu de toutes ces fonctionnalités, beaucoup d'utilisateurs affirment ne pas pouvoir passer une journée sans leur téléphone mobile. Sans téléphone, je ne pense pas. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire une journée sans téléphone. Même si toi-même tu n'as pas envie d'utiliser, les gens vont te forcer à utiliser parce qu'ils vont t'appeler, ils vont t'envoyer des messages sur WhatsApp. Et avec le téléphone, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons apprendre, faire des cours en ligne, faire nos propres recherches. Avec ça aussi, on peut faire le commerce comme le marketing relationnel, en tout cas faire le trading avec tout ça. On peut chercher plein d'informations avec le téléphone. Donc je pense que à mon niveau, le téléphone, je ne peux pas passer une journée sans mon téléphone. D'autres, par contre, voient que le téléphone utilisé à mauvais escient a des conséquences néfastes et affirment pouvoir vivre même au-delà d'une journée sans téléphone portable. Moi, seulement, en tout cas, je peux faire 5 jours même sans téléphone. Parce que ça fait 10 mois que je ne tiens pas de téléphone. Donc,
Parce que le téléphone, il n'est pas seulement arrangeur, mais parfois il détruit sur certaines choses, telles que la perte de temps. Vous pouvez vous concentrer sur le téléphone en oubliant tous vos travaux que vous devez faire. Moi, personnellement, souvent, je fais même une journée sans mon téléphone. Et souvent, je me rappelle que je n'ai pas mon téléphone à côté, mais bon, ça ne me fait rien, ça ne me fait ni froid ni chaud. Je pense qu'on peut passer même 3 jours sans le téléphone, sans avoir de problème. L'idée de la journée mondiale sans téléphone mobile est née de la volonté de l'écrivain Phil Marceau depuis 2021. Il est fort de constater que ceux qui ignorent l'existence de cette journée internationale sont assez nombreux. La nationale des jeux du hasard enregistre un nouveau millionnaire domicilié à Bobo-Dioulasso. Sambo Cabré est l'heureux gagnant du 4+1 du 24 janvier 2024. Il a obtenu la cagnotte de 61 millions de francs CFA. Le nouveau millionnaire a reçu son chèque ce matin même des mains des premiers responsables de la Lonabé Ouest. Serge Bruno Bado. 61 998 000 francs. C'est le chèque remis ce 6 février à Sambo Cabré. Avec une mise de 300 francs, l'heureux gagnant a trouvé la bonne combinaison au 4+1 du 24 janvier. Mécanicien de profession, il invite les uns et les autres à tenter leur chance et faire confiance à la nationale des jeux du hasard. Ce que je peux dire, que personne ne doute de sa chance. Tu peux avoir 200 ou 300 francs et tu hésites de jouer. C'est peut-être le jour de ta chance. Aujourd'hui, la chance m'a souri, raison pour laquelle je suis arrêté ici. J'ai misé et par coup de chance, je suis tombé sur la bonne combinaison. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à jouer. Ce que je vais faire, c'est des investissements structurants afin de fructifier ce gain. Pour Bourema Ouedraogo, directeur régional de l'Ouest de la Lonabé, c'est toujours un plaisir pour l'entreprise citoyenne qu'est la Lonabé de faire des heureux gagnants. Tout content ce matin, parce que comme je l'ai dit dans mon mot, la ville de Bobo-Dioulasso s'est illustrée dans l'enregistrement des gros lots. Et avant même le début de l'année, dès décembre, la direction régionale de l'Ouest a raflé tous les gros lots de la Lonabé. Et dès le premier 4+1, en l'occurrence le 4+1 du 10 janvier, la ville de Bobo avait enregistré un gros lot. Et quelques semaines après, encore Bobo-Dioulasso a enregistré un gros lot qui est de 61 998 000 francs. Donc nous sommes tout contents d'être en communion avec les parieurs, de voir que ce que les parieurs font, ils ne jettent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire les parieurs ont confiance à la Lonabé. Deuxième gros lot de l'année 2024 pour la direction régionale de l'Ouest de la Lonabé. Et c'est en cela que le directeur régional invite les parieurs à faire confiance à la Lonabé qui, grâce à leur mise, permettent à la nationale des jeux du hasard de participer au développement socio-économique de la nation. CAN 2023, c'est demain que se jouent les demi-finales. Dès le coup de 17h, le Nigeria sera face à l'Afrique du Sud et à 20h, la Côte d'Ivoire affrontera la République démocratique du Congo. Ces équipes ont déjà remporté au moins une fois la Coupe d'Afrique. Le parcours, les forces et les faiblesses de ces 4 équipes dans cet élément que nous propose John William Sonda. Choc entre géants du football africain pour une place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Nigeria, 3 fois vainqueur, 16 fois dans le dernier carré en 20 participations, présente l'un des meilleurs bilans de la CAN. De l'autre côté, l'Afrique du Sud et ses Bafana Bafana, 10 participations, 1 sacre et 3 qualifications pour le dernier carré. C'est une affiche qui vaut la chandelle au vu de la prestation de chacun des protagonistes depuis le début de la compétition. Collectivement solide, le Nigeria reposera une fois de plus sur ses précieuses individualités. Victor Osimhen en attaque et le colosse William Trost-Ekong en défense. La bande au Portugais José Peseiro a de quoi prétendre à plus d'une demi-finale de CAN. Victorieux de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de l'Angola avec à la clé des clean sheets, les Sapeurs Eagles version 2023 veulent marcher sur les traces de leurs glorieux aînés. Sigoun Odegbami, vainqueur en 1980, Rachidi Yekini en 1984 et John Obi Mikel sacré en 2013. Un héritage lourd, mais qui n'effraie pas l'équipe actuelle. Toutefois, sur son chemin se dresse à l'Afrique du Sud et ses Bafana Bafana, tous aussi impressionnants que leurs homologues nigérians.
4 clean sheets, une défense solide, un gardien hors norme, bref, une muraille difficile à contourner. Les Bafana ne sont pas là par hasard. Les Marocains, grandissimes favoris de la compétition, ne diront pas le contraire. Il faut dire que cette équipe s'est considérablement métamorphosée depuis l'arrivée sur le banc du Belge Hugo Broos en fin 2021. Absent au Cameroun il y a 2 ans, les Bafana réalisent leur meilleur CAN depuis 2000 où ils avaient été classés 3e après une défaite en demi-finale face aux Super Eagles du Nigeria. C'est donc dit qu'il y aura un air de revanche dans les travées du stade de la paix de Bouaké. Percy Tau, Ronwen Williams, Sefefelo Sitole et leurs camarades devront toutefois se montrer plus appliqués que lors du match face aux Aigles du Mali en début de compétition. En 10 matchs, toutes compétitions confondues, l'avantage est pour le Nigeria qui compte 5 victoires pour 4 nuls et 1 défaite à Bouaké. Il s'agira de toute autre chose, une demi-finale de CAN, une possibilité de croire à un nouveau titre au soir du 11 février. Entre Nigériens et Sud-Africains, ça sera le match à ne point rater. Les Léopards du Congo de nouveau suivent la route des éléphants de la Côte d'Ivoire. Pour cette 6e confrontation de l'histoire en phase finale de la CAN, chacune des 2 équipes tentera de s'arracher pour une place en finale de la 34e édition. Vainqueurs de 2 des 5 premières confrontations, les éléphants tenteront de profiter de la vague de succès qui les accompagne depuis la fin du premier tour. Eux qui ne s'étaient qualifiés qu'à la faveur de la victoire du Maroc aux dépens de la Zambie. Mais en demi-finale face aux Léopards de la R du Congo, ça sera une autre manche. Kosunu, Ourier et Diakité manqueront à l'appel du coach Emers Faye. Mais avec le soutien du public du stade Ebimpe, certainement acquis à la cause de la sélection de Côte d'Ivoire, les choses devraient mieux se passer. Mieux que lors de la dernière confrontation en CAN où les éléphants avaient arraché le nul 2-2 face aux Léopards. Entre la rouste face à la Guinée équatoriale et la qualification presque historique face au Mali, les éléphants de Côte d'Ivoire ont montré qu'ils avaient du coffre et surtout capables de se sortir de n'importe quel plan. Tiendront-ils le coup face au Léopard ce mercredi 7 février? Question. Les Congolais aborderont ce match en se souvenant de leur dernière confrontation à ce stade de la compétition en 2015. En Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire de Yaya Touré s'était montrée trop forte. Cette année, les cartes ont visiblement été rebattues. Ce Congo paraît plus mature et taillé pour la CAN, même s'il leur a fallu attendre les quarts de finale pour gagner leur premier match. Les Léopards auront démontré leur solidité. Chancel Lambemba et ses camarades espèrent faire mieux que Chabani Nonda et les siens en 2002 lors de la seule victoire congolaise 3-1 face aux Ivoiriens en phase finale de la CAN. Et il faut le dire, les Léopards ont totalement changé de visage depuis l'arrivée de Sébastien Desabre en 2022. 2 ans après l'arrivée de Desabre, le Congo a un bilan fort appréciable à 7 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Ce mercredi, les Congolais tenteront de se qualifier pour leur première finale depuis 1974. Reste à savoir ce qu'en pensent les Ivoiriens. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.